Donc vous voyez que l'Union européenne, ils sont tous au courant que les éléments qui constituent l'armée congolaise, aujourd'hui, je dis aujourd'hui, pas hier, hier déjà, mais aujourd'hui aussi, ne sont pas tous congolais. Mais quel est l'intérêt de l'Union européenne, des États-Unis, d'être au courant, d'être en réalité commanditaire de ces genres de déstabilisation permanente du Congo? Écoutez, je pense qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que dans la démarche de l'Union européenne et de certaines grandes puissances, leur objectif, comme je vous ai dit au début, était que Kagame prenne le pouvoir au Rwanda, s'empare du Congo et puis déstabilise le Congo. Donc à partir du moment où le Congo est déstabilisé, eh bien vous pouvez piller le pays, tout le pays, et vous pouvez tenir en laisse le pouvoir de Kinshasa, c'est-à-dire que quelle que soit la personne que vous mettez à Kinshasa, cette personne doit être inféodée au Rwanda ou à la communauté internationale. Bon, donc le problème, c'est que tant que les Congolais ne veulent pas comprendre que c'est ça le sujet, c'est leur émancipation du Rwanda, c'est-à-dire que définitivement qu'ils coupent le cordon ombilical. Alors qu'est-ce qu'il vous a dit? Nous sommes curieux, le public est curieux de savoir ce que vous lui réservez par rapport à ce que vous avez appris sur M. Joseph Kabila, qui, nous le rappelons, ancien chef de l'armée et ancien président de la République démocratique du Congo. Alors, il m'avait dit que je laisserai les Congolais faire le débat sur ses origines. Hein. Bon, il m'avait dit que de toutes les façons, le Mzee l'avait chargé de s'occuper de cet enfant parce que le Mzee Kabila avait des rapports. Mais le régime a changé à Kinshasa quand même. Hein. Nous avons le président Félix Tshisekedi qui est là. Mais il doit ouvrir un débat. Oui. Sur ce qui se passe seul, dans l'armée congolaise. C'est le président de la République, c'est le chef des armées. Oui. Le président Tshisekedi, c'est le chef des armées. Ouais. Donc, il doit aider le pays à comprendre ce qui se passe. Il ne faut pas qu'il ait peur de ça. Parce que est-ce qu'il n'est pas pris dans cette prison diplomatique dans laquelle tous les présidents se trouvent quand même? S'il se laisse prendre dans la prison diplomatique, diplomatique ou politique, voilà, il sera enfermé dans cette situation et il n'aura pas de soutien populaire dans son pays. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue chez Mohamed International Network dans la grande interview. Dans cette grande interview, encore une fois, nous serons avec un homme spécial que vous connaissez déjà. Il s'agit de Charles Onana, que nous avons déjà reçu dans cette émission et que vous avez beaucoup apprécié. Alors j'ai aujourd'hui encore M. Charles Onana ici à Paris. Nous allons parler d'un certain nombre de choses, mais je vais d'abord les saluer. Bonjour M. Charles Onana. Oui, bonjour. Merci de nous faire l'honneur de revenir chez Mohamed International Network dans la grande interview. Tout le plaisir est pour moi, surtout pour le peuple congolais. D'accord. Je vais vous présenter parce qu'on ne les présentera jamais assez, on ne les fera jamais assez. Je vais le présenter, M. Charles Onana, c'est qu'il est docteur en sciences politiques, spécialiste de l'Afrique, des Grands Lacs et conflits armés. Auteur de plusieurs livres, dont Europe, crime et censure au Congo, je l'ai ici. Et Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, enquête sur un attentat, Rwanda, 4 avril 1994. Encore une fois, c'est un Camerounais. Un Camerounais qui ne cesse d'investir son temps et son tout pour la cause du Congo. Et nous allons parler aujourd'hui d'une question fondamentale que la plupart des gens se posent. Et la question est la suivante. Pourquoi le Rwanda, un tout petit pays de l'Afrique, 12 millions d'habitants, pays aux 1000 collines,
peut déstabiliser un grand Congo. 100 millions d'habitants, pays au milieu des collines. Alors, pour en savoir plus, nous allons traiter la question de l'armée. Parce que c'est l'armée qui protège le pays, c'est l'armée qui protège les frontières, c'est l'armée qui est la garante de la souveraineté ou de l'intégrité territoriale. Monsieur Charles Onana, je vous ai introduit et tout de suite, je vais vous poser la question de savoir, vous avez beaucoup écrit sur l'armée congolaise, vous avez suivi l'armée congolaise et là je voudrais qu'on s'arrête, ou soit qu'on commence au niveau de l'arrivée de la FDL, c'est-à-dire de Laurent Désiré Kabila à Kinshasa quand il prend le pouvoir. C'était en 1997, en mai 1997, il prend le pouvoir. Et là, c'est la débandade de l'armée de Mobutu, l'armée zaïroise. Et quelle sorte d'armée nous avons en ce moment-là avec Laurent Désiré Kabila? Bien, je vous remercie. Et je dois dire que la question de l'armée congolaise est une question essentielle parce que non seulement c'est une question qui préoccupe les Congolais, d'abord en premier parce qu'ils sont en insécurité malgré tous les efforts que l'armée congolaise essaye de faire, malgré également le fait que tous les présidents qui se sont succédés à la tête de la République démocratique du Congo depuis Laurent Désiré Kabila, que ce soit Laurent Désiré Kabila lui-même, M. Joseph Kabila et aujourd'hui le président Tshisekedi, tous ont quand même en tête de savoir qu'est-ce que fait leur armée pour empêcher au moins les massacres de populations civiles à l'est du Congo, mais également aussi des pillages de richesses et puis des incursions permanentes sur le territoire congolais. Donc, je peux dire que dès 1997, il faut savoir que c'est à ce moment-là, c'est-à-dire que lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir, accompagné des troupes rwandaises, angolaises, ougandaises, c'est à ce moment-là que l'armée, les phases qu'on appelait les forces armées zaïroises, donc la nouvelle armée congolaise, a perdu son âme. Et comment elle a perdu son âme? Parce que James Kabarebe, donc, qui est devenu le chef d'état-major de l'armée congolaise. Donc James, quand le président Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir, il a nommé James Kabarebe comme chef d'état-major de l'armée congolaise, la nouvelle armée congolaise. Alors, James Kabarebe, c'est qui pour le public? Alors, James Kabarebe, c'est un Tutsi rwandais qui est né en Ouganda, qui a grandi en Ouganda, comme réfugié politique, puisqu'il fait partie de la vague des Rwandais qui sont partis en Ouganda, mais aussi en RDC et en Tanzanie, à la suite de la chute de la monarchie Tutsi qui a régné au Rwanda pendant plusieurs siècles. Et donc, en 1959, c'est-à-dire qu'au moment de la lutte pour les indépendances du pays, le pouvoir a basculé. C'est-à-dire la monarchie Tutsi est tombée. Là, nous sommes au Rwanda. Nous sommes au Rwanda. La monarchie Tutsi du Rwanda est tombée, renversée par la majorité Hutu, qui était à la fois mécontente du fait que cette minorité régnait de façon brutale, violente sur le pays et avait fait quasiment des Hutus des serfs dans leur pays. Et donc, ils ont voulu renverser ce système politique. Et dans le même temps, ils demandaient l'accession du pays à l'indépendance. Donc les Belges qui avaient soutenu la monarchie Tutsi pendant tous ces siècles ont décidé finalement de changer leur fusil d'épaule et de soutenir les Hutus qui ont pris le pouvoir. Et ça a été donc la création de la première république rwandaise. À la suite de cette histoire-là, on va donc constater que la plupart des Tutsis qui étaient donc soit proches de la monarchie, soit, je dirais, qui avaient la sympathie de la monarchie,
se sont donc un peu éparpillés dans la sous-région. Certains sont allés en Ouganda, d'autres au Burundi, d'autres en Tanzanie, d'autres en République démocratique du Congo. Et donc James Kabarebe, lui, fait partie de ceux qui sont allés en Ouganda et où il est né finalement. Enfin, ses parents sont partis là-bas, il est né là-bas, il a grandi là-bas. Et donc James Kabarebe, très tôt, est entré dans la rébellion de Yoweri Museveni. Yoweri Museveni qui envisageait l'actuel président de l'Ouganda, oui, qui voulait donc renverser le président Obote à l'époque, qui était le président de l'Ouganda. Oui. Et donc James Kabarebe, très jeune, c'était quasiment un enfant soldat, a pris part à cette rébellion. Ouais. Et comme d'ailleurs Paul Kagame lui-même, ils ont pris part à cette rébellion et ils ont réussi à renverser le président Obote avec Museveni. Et donc Museveni, quand Museveni a pris le pouvoir, James Kabarebe et Paul Kagame et plein d'autres Tutsis donc réfugiés en Ouganda sont devenus des soldats de l'armée régulière ougandaise. Et à la suite de cette opération, les Ougandais qui les trouvaient un peu envahissants parce qu'ils occupaient des postes stratégiques importants, non seulement au sein de l'armée, mais dans l'ensemble de l'appareil de sécurité de l'Ouganda, ont commencé donc à se plaindre. Et donc Museveni a décidé de les aider maintenant à aller renverser le président Juvenal Habyarimana pour à Kigali, pour qu'ils retournent au Rwanda, non plus maintenant comme des citoyens ordinaires, mais comme des détenteurs de pouvoir. Et donc ils sont venus en conquérant dès 1990, leur première attaque ayant échoué. Et donc James Kabarebe est resté au sein des troupes rwandaises de ce qu'on appelait le Front patriotique rwandais, en tout cas l'armée patriotique rwandaise, qui était la branche militaire du Front patriotique rwandais, qui était lui le mouvement politique. Et donc il est resté dans ce pays-là. Et c'est le frère de Yoweri Museveni, M. Salim Saleh, qui a repéré James Kabarebe et qui l'a mis donc dans les bras de Paul Kagame en lui disant que c'était un bon élément qu'il fallait suivre. Et donc James Kabarebe sera donc avec Paul Kagame pendant toute cette bataille de 1990 à 1993. Et puis lorsque l'avion du président sera abattu le 6 avril 1994, James Habyarimana sera abattu le 6 avril 1994, eh bien James Kabarebe est impliqué évidemment dans cet attentat. Donc James Kabarebe, une fois que cela est fait, James Kabarebe redevient donc le bras droit de Paul Kagame et c'est donc sur lui que Paul Kagame va s'appuyer pour organiser la rébellion des Banyamulenge à l'est du Congo, lesquels Banyamulenge pour la plupart avaient déjà traversé la frontière, quitté le Congo en 1990 pour aller rejoindre le Front patriotique rwandais de Paul Kagame, où plusieurs éléments ont participé à la chute du président Habyarimana, et puis ils sont revenus maintenant en 1996 avec l'aide évidemment du Rwanda de Paul Kagame, mais c'était James Kabarebe qui pilotait cela. Et c'est pour cette raison-là qu'en 1997, lorsque Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir, eh bien c'est James Kabarebe qui va devenir le chef d'état-major de l'armée congolaise. Alors, James Kabarebe, c'est clair que c'est un Rwandais. Il se retrouve à la tête de l'armée congolaise. Et qu'est-ce qu'il organise? Est-ce que c'est pour l'intérêt du Congo? Comment il organise cette armée et jusqu'à quand il reste au Congo? Alors, ce qui est important de savoir, c'est que James Kabarebe est rwandais. Il ne vient pas pour travailler pour le Congo. Il vient dans l'intérêt de faire deux choses. Trois plutôt. La première chose, c'est de permettre que les Tutsis du Rwanda prennent pied. C'est-à-dire, quand je parle des Tutsis, je ne mélange pas tous les Tutsis. Vous parlez du régime Tutsi. Je parle du régime militaire, oui, voilà. Le régime politico-militaire qui a pris le pouvoir au Rwanda. Son objectif est de s'emparer du Congo avec l'aide des puissances étrangères, notamment l'Ouganda. Mais l'Ouganda lui-même est un sous-traitant des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Et de l'Union européenne. Et de l'Union européenne, tout le monde. En tout cas, quand c'est les États-Unis qui prennent la direction des opérations, tout le monde suit quasiment comme des moutons. Alors, donc, James Kabarebe va donc devenir le chef d'état-major de l'armée
congolaise. Et l'objectif, comme je le disais, c'est que cet outil-là puisse prendre le pouvoir à Kinshasa. Le deuxième objectif, c'est qu'ils veulent massacrer les Hutus qui sont sur le territoire congolais pour casser toute velléité d'opposition au régime Tutsi qui est installé à Kigali. Et la troisième chose, c'est qu'ils font tout cela parce qu'ils veulent s'emparer des richesses, des ressources minières du Congo, mais ils veulent laisser s'emparer de ces richesses-là pour eux-mêmes, c'est-à-dire que pour, je dirais, s'auto-servir, mais pour se servir eux-mêmes, mais aussi pour servir les puissances qui les soutiennent, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et les États-Unis. Voilà. Alors là, une petite parenthèse, parce que vous avez dit que l'objectif était l'objectif du régime Tutsi politico-militaire du Rwanda, une fois au Congo, avait aussi l'objectif d'exterminer les Hutus qui étaient là-bas. Mais on est sans oublier que aussi le régime Hutu politico-militaire a commis un génocide au niveau du Rwanda, parce qu'il faut que ça soit clair aussi. Là. Bah, écoutez, ça c'est les histoires du Rwanda, c'est-à-dire que c'est leur affrontement entre Hutu et Tutsi au Rwanda, mais les Congolais n'ont absolument rien à voir avec ça s'est transporté vers le Congo. Non, ça ne s'est pas transporté vers le Congo. Ils sont venus au Congo, comme je vous l'ai dit, dans l'intention. Parce que, en fait, la prise du pouvoir des Tutsis au Rwanda, c'était une étape. C'était une étape fondamentale pour que le Rwanda serve de base arrière à la déstabilisation de la RDC. Tout à fait. Bon, et à partir du moment où ils sont venus avec Laurent Désiré Kabila et que James Kabarebe est devenu chef d'état-major de l'armée congolaise, leur objectif, c'était, en fait, dans leur esprit, ils avaient déjà quasiment pris l'essentiel du pouvoir au Congo, c'est-à-dire qu'ils avaient l'appareil sécuritaire entre les mains, il leur restait maintenant les postes politiques. D'accord. On va en parler largement. Nous sommes là, nous avons James Kabarebe qui est étranger, qui est à la tête de l'armée congolaise. En fait, c'est pour la déstabiliser. Et James Kabarebe va partir. Non, avant qu'il ne parte. Voilà. James Kabarebe va installer dans l'appareil sécuritaire congolais une grande partie des Tutsis qui sont venus de l'armée patriotique rwandaise. Et une grande partie des Banyamulenge, dont des Tutsis congolais qui étaient à Kinshasa, qui étaient à l'est du pays et qui sont partis depuis 1990 dans l'armée patriotique rwandaise. Tous ces gens vont revenir maintenant s'installer au cœur de l'appareil sécuritaire congolais, c'est-à-dire les services de renseignement, le renseignement militaire en particulier, les forces terrestres, les forces navales. Ils vont mettre des gens un peu partout. Et donc, cela signifie simplement que, une fois que si le gouvernement ou le président congolais est en désaccord avec un certain nombre de choses qui se passent, ces gens qui sont déjà infiltrés dans l'appareil sécuritaire sont en capacité, je dis bien en capacité militaire, de déstabiliser et le régime et l'ensemble du pays. C'est ça l'objectif. Donc, lorsque Laurent Désiré Kabila comprend donc cela, il décide donc de se séparer de ses alliés encombrants et surtout, il fait passer un message en disant que tous ceux qui sont des étrangers qui sont venus dans notre pays doivent retourner. Et il constate donc, lui-même il le dit, et beaucoup de Congolais le disent, que les gens qu'on considérait comme des Banyamulenge congolais, ou qui étaient considérés comme congolais, ou qui se disaient être congolais, ont quitté le pays. Entre autres, James Kabarebe. James Kabarebe et tous ces gens sont partis retourner au Rwanda. Alors, ou ils sont congolais et restent au Congo, ou ils sont rwandais, et donc c'est logique qu'ils retournent au Rwanda. Est-ce que, juste brièvement, est-ce que quand James Kabarebe, avec, nous sommes en 1998, quand il rentre au Rwanda, après un moment donné, ils ont envahi le Congo jusqu'à arriver à Kinshasa. Mais quand il rentrait à Kinshasa, est-ce qu'il a emporté avec tous ces éléments qu'il avait insérés dans l'appareil sécuritaire congolais ou pas du tout? Non, pas du tout, pas du tout. Et c'est là où le Congo va se retrouver, l'armée congolaise va se retrouver,
je dirais pas simplement l'armée congolaise, mais l'ensemble du système sécuritaire, voilà. l'appareil sécuritaire congolais police, sera piégé. Voilà, c'est-à-dire que tous ces gens qui sont venus un peu dans la confusion et l'euphorie d'avoir chassé le maréchal Mobutu et son armée, vont prendre place dans l'appareil sécuritaire. Et il sera très difficile pour les Congolais de savoir finalement qui est Congolais, qui ne l'est pas. Parce qu'il y a un élément très important que tout le monde a oublié. C'est que très rapidement, avant même que Laurent Désiré Kabila ne s'installe complètement, il y a eu une campagne de dénigrement contre les ex-forces armées zaïroises. On disait que toute l'armée est corrompue. Bon, l'armée était corrompue, ce n'était pas faux. Mais disant que toute l'armée est corrompue, mais en fait, ce discours qui disait qu'on ne veut pas travailler avec des militaires corrompus ou des officiers corrompus, visait simplement à purger l'armée zaïroise de tous ses meilleurs éléments. Donc, la plupart d'entre eux... C'était une grande armée en Afrique. C'était une grande armée. Une armée qui a intervenu au Tchad, en Libye et bien sûr, partout ailleurs, et au Rwanda même. Donc, tous ces gens étaient en Angola, etc. Il y avait eu... En fait, il fallait à ce moment-là éviter que les officiers supérieurs congolais qui connaissent bien le fonctionnement de l'armée restent dans cet appareil. Premièrement. Deuxièmement, qu'ils ne soient pas en capacité de mener des investigations pour savoir qui sont les gens qui ont infiltré le dispositif militaire. Voilà. Donc on a évacué toutes ces personnes et donc il ne restait plus que des gens qui soit étaient soumis au Rwanda, soit avaient vocation simplement à terroriser les Congolais. Donc c'est un peu la mécanique qui a été mise en place et pour que les Congolais puissent comprendre qu'est-ce qui s'est passé, il faut simplement se rendre compte qu'une fois que tous ces gens sont partis, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était d'organiser une attaque massive contre le Congo pour essayer de déstabiliser définitivement le Congo, etc. D'accord. Bon, nous avons Laurent Désiré Kabila qui dit à tous les Rwandais de partir. James Kabarebe s'en va, mais les éléments qu'il a infiltrés, qu'il a insérés partout dans l'appareil sécuritaire restent sur place au Congo. On va aller à l'étape prochaine. Quand James Kabarebe s'en va, il y a Laurent Désiré Kabila qui nomme son fils, Joseph Kabila, à la tête des armées. Pouvez-vous nous dire qui est Joseph Kabila? Parce que vous écrivez plusieurs versions qui ne viennent pas de vous. Hein. Nous avons la version de Colette Brackman, la version de Pierre Péan, et sur la page 201, donc à partir de 200 de votre livre « Europe, crime et censure au Congo ». Alors, parlez-nous un peu du personnage Kabila que Péan appelle Mystère Kabila. Oui, il y a un mystère Kabila qui n'a pas disparu jusqu'à présent d'ailleurs. Et il est surprenant que les Congolais ne posent pas plus de questions. Parce que, vous savez, que ce soit le maréchal Mobutu, Patrice Lumumba, Moïse Tshombe, toutes les personnalités politiques congolaises, on connaît leur identité de façon très claire, on connaît plus ou moins leurs parents, on sait où ils sont nés, enfin, il y a vraiment un minimum, je dirais un maximum de clarté sur la plupart des personnalités congolaises. Mais autour de Joseph Kabila, jusqu'à présent, il y a toujours un mystère. On a l'impression, d'un côté, que les Congolais qui savent ne veulent pas parler, ou ont peur de parler, et que ceux qui ne savent pas, eh bien, ils construisent des fables autour du personnage. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que Joseph Kabila, avant 1996, était inconnu. Oui, on ne les connaissait pas. Au Congo, personne n'avait jamais entendu parler de lui. Même dans l'armée, les forces armées congolaises, les FAS à l'époque, personne n'avait jamais entendu parler de Joseph Kabila. Bon, mais moi j'ai été en contact avec un des
je dirais le tuteur de Joseph Kabila. Oui. Vous n'avez je pas peux en parler de dire son nom et tout? Ben, je peux le dire aujourd'hui parce qu'il est mort. Oui. Le général Milambwe. Oui, général Milambwe. Et oui. donc je pense que beaucoup de Congolais le connaissent. Oui. Et il était un des bras droits de M. Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui s'est occupé à la fois de Joseph Kabila et de sa sœur en Tanzanie pour leur scolarité et beaucoup de choses lui étaient confiées. À un moment donné, quand on a été très en contact, à l'époque j'étais aussi en contact avec le général Moufou, donc c'est un peu l'équipe des militaires congolais et Katanga, qui avait accompagné le musée de Laurent Laurent Désiré Kabila était venu du Katanga. Voilà, et il était venu avec des militaires Katanga également, qui pour certains ont été mis sur la touche, d'autres ont été empoisonnés parce qu'ils en savaient beaucoup sur les Tutsis rwandais qui étaient venus dans cette histoire-là. J'étais en contact également avec le général Mounene, et donc qui a été empoisonné également par les Rwandais, et les Tutsis rwandais, à un moment donné, il est parti en... Donc, tous ces gens-là ont connu effectivement l'histoire de Joseph Kabila. Et le problème, c'est que le général Mounene, à l'époque, lorsque je lui demandais de m'expliquer ce qui se passait à l'époque quand il était avec Joseph Kabila, enfin quand il s'occupait de Joseph Kabila en Tanzanie, qui est à l'école mais qui faisait aussi des petits boulots ici et là, eh bien, il m'a dit que c'était pour des questions de sécurité, c'était très dangereux pour lui. Bon, à un moment, en parler au fait. Oui, pour en parler. Et bon, c'est pas quand c'est dangereux pour parler de la vie de quelqu'un, quand vous êtes ça devient curieux. Hein, oui, ça devient très très curieux. Oui. Et il était malade, il a été évacué avec l'aval de Joseph Kabila. Donc Joseph Kabila le sait, qu'il a fait évacuer, il a autorisé l'évacuation du général Milambwe à Cuba pour qu'il se fasse soigner. Il a été opéré et il est revenu et il me disait il va voir s'il y a la possibilité pour lui de venir en Europe pour qu'on puisse en parler. Mais malheureusement, je crois qu'il était sous pression et un peu en insécurité. Et donc finalement, il est décédé après m'avoir dit certaines petites choses. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Nous sommes curieux, le public est curieux de savoir ce que vous lui réservez par rapport à ce que vous avez appris sur M. Joseph Kabila, qui, nous le rappelons, ancien chef de l'armée et ancien président de la République démocratique du Congo. Alors, il m'avait dit que je laisserai les Congolais faire le débat sur ses origines. Hein. Bon, il m'avait dit que de toutes les façons, le musée l'avait chargé de s'occuper de cet enfant parce que le musée Kabila avait des rapports précis avec sa mère. Et donc à la suite de, je crois, du décès de celui qu'on considérait comme le vrai père de Joseph Kabila, quand il est décédé, parce qu'il était aussi au maquis avec Mzee Kabila. Donc Mzee Kabila a décidé de s'occuper à la fois des enfants laissés par son ami au maquis, mais également de la femme. Bon, donc c'est ainsi que, comme dans les traditions africaines, on a l'habitude on peut s'occuper des enfants qui ont été laissés par votre camarade de combat, etc. On les prend comme ses propres enfants. Et je pense que l'une des particularités de Laurent Désiré Kabila a été vraiment de s'occuper de Joseph et de sa sœur comme ses propres enfants. Donc ça peut aller. Hein, oui, absolument. D'ailleurs, il n'y a même pas de souci par rapport à ça. Bon, si cette version est établie, ça devrait être la fierté de Joseph Kabila de reconnaître que Laurent Désiré Kabila s'en est occupé, puisque le général Milambwe était chargé quand même de s'occuper de leur scolarité, etc. quand il était en Tanzanie. Bon, la deuxième chose que j'ai apprise du général Milambwe, c'était que que Joseph Kabila n'a jamais fait partie de l'armée congolaise. Il n'a jamais été dans l'armée ni zaïroise ni congolaise. Il est arrivé en 1996. Et comment il arrive en 1996? En 1996, il arrive en quelque sorte comme un élément de l'armée patriotique rwandaise. Tout à fait. Avec l'aide de James Kabarebe, qui est devenu chef d'état-major.
Et James Kabarebe lui-même dira que finalement, Joseph Kabila voulait que lui, James Kabarebe, soit nommé chef d'état-major. Mais que James Kabarebe ne voulait pas être chef d'état-major et il a demandé à ce que ce soit plutôt Joseph. Là, c'est au début. Au début, voilà. oui. Il dit que il faut que c'est Joseph qui soit chef d'état-major. Et Laurent Désiré Kabila lui a dit non, Joseph n'a pas de compétences sur le plan militaire. C'est important que ce soit plutôt toi qui assure l'état-major de l'armée congolaise. Et donc, James Kabarebe a posé une condition. Et ça, c'est très important. La condition, c'était que Joseph soit son assistant. Alors, je ne sais pas pourquoi Joseph doit absolument être son assistant. Si son père, Laurent Désiré Kabila, considère qu'il n'a pas de compétences sur le plan militaire, pourquoi ne pas trouver un officier congolais pour être son assistant? Mais pourquoi Laurent Désiré Kabila, ça sera très brièvement, pourquoi Laurent Désiré Kabila, qui s'occupe très bien d'ailleurs de son fils adoptif ou pas adoptif, ou bien le fils de ses amis, son fils biologique, tout ça, c'est l'histoire qui va nous apprendre cela. Pourquoi Laurent Désiré Kabila, quand même, connaissant tout cela, il le nomme chef d'état-major? Alors, après le départ. Oui, alors il se trouve que Laurent Désiré Kabila a nommé James Kabarebe chef d'état-major parce qu'il n'avait pas de solution. Il n'avait pas d'autre solution. Il y avait deux choses. Il y avait Kissa Singandou qui était donc l'un des bras droits quand même congolais, qui a été tué par les troupes de Paul Kagame. Bon, ça il faut toujours le rappeler parce que tous les officiers congolais, qui soient du Katanga, qui étaient en capacité de tenir tête à James Kabarebe ou aux éléments de Paul Kagame qui étaient au sein de l'AFDL, devaient être éliminés tout de suite. Parce qu'ils ne voulaient pas avoir à avoir des recalcitrants ou des gens un peu, je dirais, coriaces dans cette armée-là. Bon, et donc, soit il fallait avoir des gens qui leur étaient inféodés, qui étaient soumis à eux, soit s'ils avaient des gens qui tenaient tête, il fallait les éliminer le plus rapidement possible. Et donc c'est comme ça que certains officiers congolais ont été éliminés. Et donc la deuxième chose, c'est que Laurent Désiré Kabila, on lui a dit de se débarrasser de tous les militaires des phases. Ok. Et donc il s'est retrouvé... Les militaires de Mobutu. De Mobutu. Donc il n'avait quasiment pas de Congolais. Enfin, quand je dis pas de Congolais, il n'avait pas de Congolais très formés sur le plan militaire qui étaient en capacité de piloter l'armée congolaise à ce moment-là, puisqu'il y avait la forte pression à la fois des Américains, mais il y avait aussi la pression de Paul Kagame lui-même qui était déjà en train d'organiser son dispositif. Et par rapport à cette pression, vous avez un document qui en parle, que vous m'avez confié ici. Voilà. Vous avez... et là, attendez... il y a la pression, une pression assez... Je crois que c'est ça. Oui, voilà. Je vais lire un extrait, parce que c'est une pression de l'Union européenne. Bon, quand on dit Union européenne, c'est les États-Unis et tout ce qui s'en suit. Aussi bien pour le Congo que pour l'Union européenne, l'année 2005 sera donc une année cruciale. La réussite ou l'échec de la transition sera également la réussite ou l'échec de l'engagement de l'Union européenne. Pendant les mois qui nous séparent des élections, l'UE devra prendre la décision si elle est prête à aller jusqu'au bout pour un engagement univoque, ferme et cohérent aussi bien en termes politiques qu'en appui matériel. Un engagement trop réservé risque d'anéantir le chemin parcouru jusqu'à présent depuis les accords de Lusaka et l'accord global inclusif du Pretoria. Assistance économique et pression politique. Je répète, assistance économique et pression politique doivent aller de pair. Le processus de paix au Congo a pu être réalisé sous la pression constante de la communauté internationale et n'aboutira que si cette pression continue et se fait plus contraignante. Là, ce document ici, il est de qui, M. Charles? C'est un document confidentiel du Conseil de l'Europe qui explique très clairement quelle est la stratégie que l'Union européenne
a par rapport au Congo, c'est-à-dire d'exercer constamment des pressions sur le gouvernement congolais pour que le gouvernement congolais aille dans le sens. Donc ce n'est pas le Rwanda qui agresse le Congo, hein, c'est l'Union européenne et tous ces gens-là. Mais je pense que tout le monde y est. Oui. Tout le monde y est. Le Rwanda physiquement y est. Oui. Mais en arrière-plan, on a l'Union européenne qui parle d'exercer des pressions. Et cette pression n'a pas commencé parce que nous ne sommes pas en 2005. Nous ne sommes pas. Oui, elle a commencé. Donc là, c'est cette pression en qui 1998, 1999, etc. Voilà. Alors, nous revenons sur le président Joseph Kabila, d'abord chef des armées en 1998. Qu'est-ce qu'il fait avec cette armée? Donc, il élimine tout ce qu'il y a comme élément de l'ancienne armée de Mobutu et il crée sa propre armée, ou bien il continue avec l'armée de James Kabarebe? Alors ça, c'est un élément très important qui permet de comprendre pourquoi, quand on parle de l'armée congolaise, tout le monde se tait et les Congolais, les premiers, ne veulent pas ouvrir ce dossier. Parce que c'est un dossier qui est très lourd de conséquences pour l'insécurité que connaît le Congo aujourd'hui. C'est-à-dire que qu'est-ce que va faire Joseph Kabila? Joseph Kabila va essayer d'entretenir les liens entre les éléments que James Kabarebe a laissés, donc lui-même, mais il va également accepter que d'autres personnes puissent venir entrer dans l'armée congolaise, notamment avec cette histoire de mixage qui va avoir lieu dans les années 2000. Mais il ne va pas chercher à reprendre, il va même aussi trahir les Hutus rwandais que son père, Joseph Kabila, avait fait venir dans l'armée pour les aider à porter main forte à l'armée congolaise contre les troupes de Paul Kagame. Donc, si vous voulez, sous Joseph Kabila, l'armée congolaise va devenir vraiment l'ombre d'elle-même parce qu'il n'y aura ni tentative de formation de gens de très haut niveau, ni volonté de mettre en place une armée de patriotes qui soient capables effectivement de faire face à l'armée rwandaise et ni ougandaise d'ailleurs. Voilà, donc on a là deux étapes cruciales de la République démocratique du Congo. On a l'arrivée de Laurent Kabila, 1997, un chef d'état-major qui est un étranger, James Kabarebe, qui est du Rwanda, et on a Laurent Désiré, donc on a Joseph Kabila qui remplace James Kabarebe, mais qui mélange tous les éléments, aussi bien étrangers que de rebelles congolais dans l'armée du Congo. Et là, on n'a pas de l'armée, on n'a pas l'armée du tout. Il n'y a pas d'armée, il n'y a pas d'armée. Et d'ailleurs, les officiers européens qui sont venus travailler en RDC pour essayer de reconstituer une armée congolaise me l'ont dit très clairement, qu'ils ont constaté qu'il y avait des gens, non seulement qui parlaient anglais, donc qui étaient supposés travailler dans une armée d'un pays francophone, ils ne comprenaient pas ce que ces gens-là faisaient dans l'armée congolaise. La deuxième chose, c'est qu'ils se sont rendus compte que beaucoup de gens qui étaient effectivement dans l'armée congolaise manquaient de formation, étaient des gens qui venaient de on ne sait où, ils ne savaient ni lire et écrire, et on s'est retrouvé avec des gens comme ça dans l'armée congolaise. Alors que l'Union européenne, vous en parlez dans dans la page 223 de votre livre Europe, crime et censure au Congo, l'Union européenne s'active à soutenir des formations avec l'Afrique du Sud, avec tous ces gens-là. Il y a ce qu'on a appelé la démobilisation, désarmement et réinsertion, DDR en sigle. Et là, c'est pour mélanger tout le monde, c'est-à-dire tous ces rebelles, tous ces assassins, ces gens qui ont violé, et on les met dedans. Et on a aussi, vous parlez très bien là-dessus, vous avez Laurent Kunda Batouaré, qui est le chef de CNDP. Il faut rappeler que le CNDP, on n'a pas besoin de dire ce que ça signifie, mais c'est un mouvement
d'insurrection, un mouvement rebelle. Parlez-nous d'abord de Laurent Nkunda, c'est qui? Parce qu'il a joué un grand rôle dans l'armée congolaise. Oui, Laurent Nkunda, comme je l'ai déjà dit, Laurent Nkunda, tout le monde a entendu que Laurent Nkunda était un Tutsi congolais, que c'était le porte-parole des Banyamulenge, qu'il luttait pour les Banyamulenge, pour les droits des Banyamulenge, etc. et tout ça. Mais quand moi je tombe sur un rapport qui a été fait par la MONUC, le rapport dit, c'est un rapport de 10 pages qui dit très clairement que Laurent Nkunda n'est pas congolais, qu'il est rwandais, et qu'il a un parcours qui, lui, comme d'ailleurs Joseph Kabila, il n'a pas un passé militaire connu au Rwanda avant 1996. C'est-à-dire qu'on n'a jamais entendu parler d'un certain Laurent Nkunda au Congo avant 1996. Mais c'est après 1996 qu'on commence à entendre parler de ces gens-là. Donc, il est évident que si vous êtes né au Congo, que vous avez grandi au Congo, que vous avez vécu au Congo, bah, la première des choses, c'est que si vous êtes passionné par les armes, vous aurez déjà été recruté dans l'armée congolaise, soit comme simple soldat. Mais tous ces gens-là n'ont aucun passé militaire au Congo. Donc, mais il se retrouve général des armées. Il se retrouve général des armées. Pourquoi? À l'occasion donc de cette demande de mixage de l'Union européenne et qui a été demandée après les accords de Sun City où il fallait intégrer Sun City en Afrique du Sud. Hein? Oui, tous ces gens dans l'armée congolaise, des gens qui n'avaient pas vocation, qui n'étaient même pas congolais. Donc, mais là, c'est l'Union européenne qui activement, proactive, obligeant, on en a parlé, cette pression permanente. Oui, bien sûr. Pour dire, voilà, vous allez le faire. Et moi, je me rappelle que j'ai eu beaucoup de débats avec le ministre Bert Koenders, qui est des Pays-Bas, donc à l'époque, ministre au développement. Oui. Ben, je lui disais, mais écoutez, monsieur Bert Koenders, tout ce que vous faites, c'est investir dans un chaos durable et éternel. Mais lui, il ne m'écoutait pas. Il a dit, voilà, on n'a pas une autre solution que de faire cela. Voilà. Alors, si vous voulez expliquer aux gens qui est Laurent Nkunda, puisque Laurent Nkunda, on a fait des accords avec le CNDP, les FARDC ont fait des accords avec le CNDP en disant qu'il fallait arrêter la guerre, il fallait faire le maximum pour que les choses se passent. Voilà un document donc, qui est un rapport de l'Union européenne, donc de la cellule qui s'occupait de la formation de l'armée. Qu'est-ce qu'ils disent là à propos de Laurent Nkunda, notamment l'accord avec les FARDC? Oui. Le déploiement des unités mixées acceptées par les négociations des FARDC, donc l'armée congolaise, permet à Laurent Nkunda de contrôler la totalité du petit Nord Kivu. Lui offre la possibilité de verrouiller les voies d'accès depuis le sud et la province orientale et lui permet en cas de besoin de prendre aisément le Grand Nord Kivu depuis Kanyabayonga. Donc il y a encore toute une série et parallèlement les hommes d'Nkunda ont lancé des campagnes de recrutement au Kivu et au Rwanda avec la bénédiction de Kigali. Les candidats sont infiltrés en territoire congolais par groupe de 10 à 80 et au final on a un Laurent Nkunda qui a un dispositif de 7200 soldats et qui ont été injectés dans les brigades mixées et le général de Chu aurait gardé au moins un bataillon pour assurer sa sécurité. Mais, M. Charles Onana, oui. Est-ce qu'on ne se trompe pas des cibles? On a un Laurent Nkunda, on a ce document qui est de l'Union européenne, un Laurent Nkunda qui n'est pas congolais, mais qui devient, par la pression permanente de l'Union européenne, des États-Unis, général dans l'armée congolaise. Et le Congo n'a pas d'armée. Et c'est le Rwanda toujours qui déstabilise le Congo. Mais vous voyez très bien ce que dit le rapport de l'Union européenne, parce que si c'est Charles Onana qui dit, on va dire Charles Onana a dit, mais vous voyez le nombre d'hommes qu'il a injecté. Combien, dites combien de Donc nous sommes là à 7200 soldats. Voilà. Et là c'est à l'époque. Hein? Oui, oui. Donc ça s'est multiplié. Bon, d'accord. On est au-delà. Donc 7000... c'est déjà un bataillon, on en parle. Alors, combien de Congolais il y a dedans? Combien de Tutsis rwandais il y a dedans? Combien de Tutsis burundais il y a dedans? Il parle que ces gens, il a recruté aussi bien au Rwanda qu'au
Congo, mais bon, voilà, il y a ce que voilà. nous ne savons pas. Voilà. Donc vous voyez que l'Union européenne, ils sont tous au courant que les éléments qui constituent l'armée congolaise, aujourd'hui, je dis aujourd'hui, pas hier, hier déjà, mais aujourd'hui aussi, ne sont pas tous congolais. Mais quel est l'intérêt de l'Union européenne, des États-Unis, d'être au courant, d'être en réalité commanditaire de ces genres de déstabilisation permanente Écoutez, du Congo? Écoutez, je pense qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que dans la démarche de l'Union européenne et de certaines grandes puissances, leur objectif, comme je vous ai dit au début, était que Kagame prenne le pouvoir au Rwanda, s'empare du Congo et puis déstabilise le Congo. Donc à partir du moment où le Congo est déstabilisé, eh bien vous pouvez piller le pays, tout le pays, et vous pouvez tenir en laisse le pouvoir de Kinshasa, c'est-à-dire que quelle que soit la personne que vous mettez à Kinshasa, cette personne doit être inféodée au Rwanda ou à la communauté internationale. Bon, donc le problème, c'est que tant que les Congolais ne veulent pas comprendre que c'est ça le sujet, c'est leur émancipation du Rwanda, c'est-à-dire que définitivement qu'ils coupent le cordon ombilical qui les lie, qui lie leur pays au Rwanda pour qu'ils retrouvent un peu de dignité, un peu de fierté, un peu de, je dirais, de souveraineté. Ben, ils vont continuer, ils vont faire tous les accords qu'ils veulent, et bien ça ne donnera jamais rien du tout. Et puis l'armée congolaise pourra faire ce qu'elle veut, eh bien elle sera toujours inefficace parce qu'elle ne se sera pas débarrassée de ces plus de 7000 personnes que l'Union européenne dit qu'ils ont été injectés. En même temps, quand il y a eu toutes ces rébellions, appelons ça rébellion, c'est un mot chic, mais quand il y a eu toutes ces rébellions-là, il y a eu l'armée congolaise qui attaquait ces rébellions. En réalité, cette armée congolaise, c'était ces gens-là. Même armée, les bataillons de l'Oran. Voilà un autre document que je vous donne qui est un rapport fait à Bruxelles, le 16 février 2006, fait par le chef de la délégation de l'Union européenne en Kinshasa, en RDC. Qu'est-ce qu'il dit de la situation en Ituri, par exemple, là? Oui. La situation en Ituri ne se stabilise pas. Point. Les ex-seigneurs de guerre incorporés comme généraux dans l'armée congolaise, en échange de leur soutien à la transition, ne tiennent pas leur engagement et continuent à entretenir des milices et exploiter illégalement les richesses. Il faut un name and shame, c'est-à-dire il faut les dénoncer dans la prochaine résolution du Conseil de sécurité sur le Congo, renouvellement du mandat et éventuellement activer le TPI, donc Tribunal Pénal International, qui est à La Haye. C'est clair. Bien, voilà. Mais pourquoi ils n'ont jamais fait ça? Ben, il faut leur poser la question. Pourquoi ils n'ont jamais activé la TPI? Mais il faut leur poser la question. Et vous voyez très bien qu'ils sont parfaitement au courant que les gens qui ont été intégrés, soi-disant dans l'armée congolaise, n'ont jamais cessé de soutenir des milices armées, que ça a été le cas de Laurent Kunda, de Azarias Roberoa, mais tous les autres. Et que plus les Congolais ont fait des concessions, plus ils se sont retrouvés toujours en situation d'instabilité, de massacre, de viol et de pillage. Puisque je vous rappelle que les pillages de l'État congolais ou de la République démocratique Congo datent depuis 2001. Donc depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, regardez le nombre d'années que le Congo est pillé, et ça c'est un rapport de 2006. Mais revenons, parce que j'ai commis une erreur. Le TPI, c'est donc le tribunal pénal international. C'est-à-dire qu'ils voulaient qu'on puisse instaurer un tribunal pénal international. C'est que le Congo est en train, ou bien le docteur Mukwege et d'autres Congolais sont en train de demander aujourd'hui. Mais ça, le chef de la délégation de l'Union européenne en RDC évoquait déjà cela en 2006, mais personne ne veut de cette création d'un tribunal pénal international. Personne ne le veut au niveau international ou bien au niveau européen. Pourquoi le Congo ne peut pas instaurer lui-même un tribunal pour juger tous ces gens? Mais c'est pour cela que je considère que les Congolais laissent un peu trop faire. Ils se laissent un peu
trop faire. Ouais. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être humilié comme ça par la communauté internationale, par le Rwanda qui vous méprise, qui dit tout le mal qu'il pense de vos dirigeants, qui vient massacrer des gens chez vous, qui occupe vos villages, qui prend possession de vos terres, et vous ne faites rien. Et ça, c'est une question à laquelle il va falloir que les Congolais, quand même, c'est un peuple digne, c'est un peuple qui a une dignité, c'est un peuple qui a vécu quand même la fierté d'avoir eu un leader comme Patrice Lumumba et d'autres leaders, Moulele, etc. On ne peut pas concevoir que ce même peuple aujourd'hui soit amorphe et tétanisé devant le Rwanda que vous décriviez là. Et donc, je pense que s'ils prennent conscience du fait que s'ils ne font rien, je dis bien s'ils ne font rien et s'ils continuent d'être présents, ils vont avoir exactement le même sort que les Hutus ont eu au Rwanda. Ça, je ne cesserai de le répéter jusqu'à ce que les Congolais le comprennent. S'ils ne font rien, ils vont vivre exactement le même sort que les Hutus ont vécu au Rwanda dans leur pays et la communauté internationale ne dira rien. Et les Congolais, on va regarder les Congolais mourir comme on les regarde mourir depuis 30 ans. On ne dit rien. Et quand les Rwandais vont prendre possession de leur pays, on ne dira rien. Mais tout le monde crie au secours quand il y a quelque chose, Union européenne, communauté internationale, alors que nous avons des documents qui disent le contraire. Maintenant, on a un Laurent Nkunda qui est un étranger. Où est-ce qu'il se trouve d'ailleurs en ce moment? Écoutez, Laurent Nkunda, il semble qu'il est retourné au Rwanda. Alors, moi, je n'ai pas compris pourquoi il est retourné au Rwanda, s'il était congolais, si sa vie c'était le Congo, si sa famille était au Congo, si ses parents étaient au Congo depuis le 14e siècle, comme certains disent. Mais sa famille doit quand même lui manquer. Mais pourquoi? Parce que, vous savez, il y a les accords de 23 mars, on va y arriver, 2009, où donc c'était le CNDP qui va être transformé plus tard en 2012 en M23. Et il y a Jean Bosco Ntaganda qui devient le chef du mouvement de 23 mars, donc M23. Il est général. Qui est ce personnage de Jean Bosco Ntaganda? Bon, pour comprendre qui est le personnage de Jean Bosco Ntaganda, je vous soumets un document, parce qu'on était sur Laurent Nkunda, parce que c'est un élément qui est en relation avec Laurent Nkunda. Voilà. Et c'est important de voir ce que dit Laurent Nkunda début 2007 sur le jeu que joue le Rwanda et la façon, les relations que lui-même entretient avec le Rwanda. C'est une déclaration de Laurent Nkunda. Et c'est un document officiel d'abord. Qui date effectivement de 2007, le 4 septembre 2007. Et lui-même, voilà, ça c'est lui-même. C'est lui-même qui dit. Qu'est-ce qu'il dit là? Au tout début de l'année 2007, ça c'est Laurent Nkunda qui dit, sous la facilitation rwandaise sollicitée par le président de la République démocratique du Congo en personne, Joseph Kabila. Oui, une rencontre s'est tenue à Kigali, la capitale rwandaise. Elle réunissait l'actuel inspecteur général de la police nationale congolaise, le lieutenant-général John Numbi, qui est en cavale aujourd'hui, envoyé spécial et plénipotentiaire du président Joseph Kabila, d'une part, et d'autre part, le chairman du CNDP, le général de brigade Laurent Nkunda Nihigo, était présent en qualité de facilitateur délégué par son chef de l'État, le chef d'état-major des forces rwandaises de défense, le général d'armée James Kabarebe, par ailleurs ancien chef d'état-major général des forces armées congolaises sous le régime de l'AFDL, pendant que l'actuel chef de l'État congolais en était le chef d'état-major. Donc vous voyez que ce fameux Laurent Nkunda est toujours en contact avec James Kabarebe dans les négociations avec Kigali pour négocier les questions de la paix en République démocratique du Congo, une paix qui est invisible, une paix qui est introuvable, et des gens qui sont en train de manœuvrer. Tantôt ils disent qu'ils sont congolais, tantôt ils sont rwandais, tantôt ils utilisent le Rwanda pour pouvoir faire les négociations. Et les Congolais regardent ça comme si c'était normal. Alors,
que parler de Jean Bosco Ntaganda? Jean Bosco... D'abord, pour compléter ce document, vous avez sur la page 13 de ce livre-là, donc voilà, je vais rappeler toujours, Europe, crime et censure au Congo. Vous parlez de réunions secrètes, des réunions secrètes à Goma entre les ambassadeurs des États-Unis, de l'Union européenne, des Nations unies, réunion au cours de laquelle un acte d'engagement a été signé pour intégrer les rebelles de CNDP dans l'armée nationale et leur donner des grades. Et c'est d'où sont venus tous ces grades, général, major, etc. Bon, alors, j'ai publié dans le dernier livre sur l'Holocauste au Congo une liste des officiers Tutsi rwandais qui sont tous devenus colonels, lieutenants-colonels, etc. dans l'armée congolaise. Il faut rappeler quand même qu'à l'époque, beaucoup de Congolais, certainement, y compris dans l'armée, le savent, ce sont des gens on ne les appelait jamais par leur nom. On les appelait toujours par leur prénom. Monsieur John, l'autre était John, un autre il était James, etc. Ils avaient des noms comme ça. Et on sait très bien que ça, ce n'est pas des noms, des prénoms qu'ont généralement les Congolais. Non, pas du tout. Voilà. Surtout s'ils ont connu la zaïrénisation. Voilà. Ils ne peuvent pas avoir ce genre de prénoms. C'était des noms, traditionnels. Donc l'Union européenne reconnaît que c'est comme ça que ça a été fait. On a organisé effectivement l'assassinat de l'armée congolaise. C'est de ça dont il est question. Donc l'armée congolaise est assassinée. On a assassiné l'armée congolaise en sachant très bien que l'intégration de tous ces criminels de guerre, puisqu'ils sont reconnus comme tels par M. Adoyele, le représentant spécial de l'Union européenne, et on savait très bien que ces gens ne réussiraient jamais ni à chasser le Rwanda du Congo, encore moins à empêcher les massacres. Au contraire, ils allaient aider le Rwanda ou les troupes rwandaises à commettre les massacres au maximum sur le territoire congolais. Et c'est pour cela que le dossier des relations entre le Rwanda et la RDC est accablant. Et c'est pour cela que je sais qu'au Congo, il y a des gens qui savent ce que je dis, mais ils ont peur de parler. De leur dire. Oui, mais ils ont peur de parler. Ils vont mourir, peut-être. Mais il ne faut pas attendre de mourir, parce qu'actuellement, il y a des millions de Congolais qui sont en train de mourir. Donc, il est important qu'ils participent au débat qu'on est en train d'ouvrir, de contribuer à ouvrir, et que les Congolais cessent d'être dans la position dans laquelle ils sont, d'être des gens dominés, écrasés, broyés chez eux. Bosco Ntaganda, un élément très important. Oui, voilà, et qui devient général à cause de toutes ces pressions, Union européenne, États-Unis. C'est qui ce personnage? Alors, Bosco Ntaganda, son cas est aussi très éloquent et très intéressant, parce qu'il est né en 1973, le 5 novembre 1973, au Rwanda, et il a dit qu'il a grandi dans le Massissi. Le Massissi, dans le Nord Kivu, dans le Nord Kivu, en RDC, à l'est de la RDC. Alors, le problème, c'est que le moment où il a grandi à Massissi, on ne sait pas exactement. Et il dit, lui aussi, on ne lui connaît aucun passé militaire en RDC. En revanche, il a été recruté dans l'armée de Paul Kagame, l'armée patriotique rwandaise, dans les années 90, pour faire la guerre contre le régime du président Habyarimana. Donc, dès 1990, Bosco Ntaganda a participé à cette guerre-là. Au Rwanda. Au Rwanda. Oui. Et puis, il va revenir, on va le voir apparaître Bosco Ntaganda au Congo, en 1996, au moment où il y a la révolte de Banyamulenge contre le maréchal Mobutu. Bon, comme lui, comme Laurent Nkunda, ce sont des gens qui disent qu'ils ont grandi au Rwanda et sont nés au Rwanda, etc. Mais ce qui est plus grave pour Bosco Ntaganda. Ils ont grandi au Congo. Qu'ils ont grandi au Congo, ils ont vécu au Congo, ils ont des parents au Congo depuis le 14e siècle, etc. Mais personne ne connaît leur passé au Congo et ils n'ont jamais eux-mêmes fait l'effort de clarifier les choses. Et même les écoles d'œuvrer positivement pour le Congo. Oui, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils ont toujours aidé le Rwanda à commettre des massacres et des crimes au Congo, à occuper des terres, mais jamais à se battre contre le Rwanda, puisqu'ils sont, effectivement, et ça c'est logique, parce qu'ils sont essentiellement issus de l'armée rwandaise.
Donc, alors, ce qui est plus grave pour Bosco Ntaganda, c'est que Bosco Ntaganda se retrouve être, quand il est arrêté à la CPI, quand on lui demande à quelle langue il veut s'exprimer, il dit qu'il veut s'exprimer en Kinyarwanda. Mais comment vous êtes congolais? Il y a des Bachis, il y a des Bafouléros, il y a toutes sortes de groupes ethniques au Congo. Et vous ne parlez pas ces langues-là, vous parlez le Kinyarwanda, donc c'est la langue du Rwanda. Donc, quelqu'un qui a grandi à Massissi doit pouvoir parler quand même une petite langue locale. Une langue locale. Oui, bon, la deuxième chose, même le Swahili c'est que, aussi. oui, mais attention, il va parler Swahili également. Il va dire qu'il peut parler en Swahili. Mais il parle en Swahili avec un fort accent ougandais. Donc, sauf à avoir grandi en Ouganda. Ça devient un peu compliqué. Bon, voilà. Donc il s'exprime dans toutes les langues, sauf dans une langue congolaise. Et le tribunal pénal international n'a jamais cherché à savoir exactement le parcours, l'identité réelle de Bosco Ntaganda. C'est-à-dire que on a reconnu qu'il était rwandais. Mais par quelle magie il est devenu général dans l'armée congolaise? Alors, ça fait partie de toute cette pression du programme DDR, de mixage, où on a demandé l'accord dont on parlait tout à l'heure, qui a été signé avec le CNDP, parce que Bosco Ntaganda va être par après un élément qui va intégrer le CNDP quand le CNDP sera divisé. Il aura dirigé une fraction du RCD, et puis après le RCD, il va être au CNDP. Et après le RCD, le CNDP, il va créer... donc c'est la continuité exactement. de la même histoire. Et c'est pour cela qu'il est important que les Congolais, qu'il y ait un débat. Il ne faut pas qu'on ait peur des débats. Le débat n'est pas dangereux. Qu'au moins, on clarifie les identités des gens qui se trouvent dans l'armée congolaise. Ça va peut-être aider l'armée congolaise à faire la distinction entre ceux qui ont vocation à défendre le Congo et ceux qui livrent le Congo à l'ennemi. Et on va parler de ce débat national-là, au Congo, mais quand on traverse toute cette histoire par rapport à l'armée congolaise, on se rend compte que du dedans, il n'y a pas d'armée congolaise, il n'y a que des armées... C'est un mixage des aventuriers, des criminels, des violeurs. Et c'est ça ce qu'on appelle l'armée. Oui, mais c'est ça ce qu'on dit, voilà, le petit Rwanda déstabilise le Grand Congo, un Grand Congo, avec une armée pareille. Oui, mais il n'y a pas d'armée au Congo. C'est-à-dire qu'il faut que les gens, il faut qu'on soit honnête. C'est-à-dire que vous reconnaissez, vous avez vu que même il n'y a pas longtemps, quand les officiers supérieurs de l'armée congolaise se plaignaient, c'est-à-dire là on parle des patriotes, parce qu'il y a des patriotes dans l'armée congolaise. Quand les patriotes qui se battaient, les gens qui étaient au front face au Rwanda, disaient qu'ils avaient des problèmes de munitions, qu'ils avaient des problèmes de soldes, etc. Mais on voit qu'il n'y a jamais eu de réaction pour sanctionner les gens qui sont à l'origine de ces... Mais le régime a changé à Kinshasa quand même. Nous avons le président Félix Tshisekedi qui est là. Mais il doit ouvrir un débat sur ce qui se passe dans l'armée congolaise. C'est le président de la République, c'est le chef des armées. Le président Tshisekedi, c'est le chef des armées. Donc il doit aider le pays à comprendre ce qui se passe. Il ne faut pas qu'il ait peur de ça. Parce que est-ce qu'il n'est pas pris dans cette prison diplomatique dans laquelle tous les présidents se trouvent quand même? S'il se laisse prendre dans la prison diplomatique ou politique, voilà, il sera enfermé dans cette situation et il n'aura pas de soutien populaire dans son pays. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut comprendre les ressorts sur lesquels les déstabilisateurs travaillent. Bon, le président Tshisekedi a une chance inouïe d'être congolais et d'avoir eu des Congolais derrière lui. Donc, s'il n'aide pas son pays-là actuellement à régler ce problème-là, non pas comme le Rwanda le veut, ni comme l'Union européenne et la communauté internationale le veulent, mais comme les Congolais le veulent, c'est-à-dire ceux qui l'ont choisi, eh bien, il risque, lui, de voir
des nuages très sombres s'amoncelaient sur la tête du Congo. Est-ce que ce n'est pas justement le fait qu'il soit congolais, comme les Congolais veulent bien le dire, de père et de mère, que cela lui crée des problèmes? Parce que, on le sait, hein, l'Union européenne, toutes ces puissances-là, ils préfèrent un étranger à la tête du Congo. Mais et le fait que Tshisekedi soit purement congolais, ça les dérange. Hein? Mais le président Tshisekedi doit apprendre, enfin je dis doit apprendre, je ne suis pas en train de lui dire ce qu'il doit faire. Je crois qu'il sait, il a des éléments entre ses mains. Je pense qu'il pourrait beaucoup s'inspirer de ce qu'a dit et de ce qu'a vécu Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, quand on a compris qu'il était congolais et qu'il ne céderait pas, eh bien, il est devenu le pire dictateur que le Congo ait eu, alors qu'il n'avait même pas encore 2 ans au pouvoir, etc. Et finalement, on l'a assassiné. Hein? Bon, on l'a assassiné, mais il faut... j'ai cru comprendre que le président Tshisekedi a déjà déjoué certains coups d'État, tentatives de coups d'État. Bon, il faut qu'il sache que ceux qu'il a en face de lui, que ce soit en Occident ou au Rwanda, ont envie de mettre quelqu'un qui leur est soumis à Kinshasa. Est-ce que ce n'est pas le message qu'il faut aussi donner au peuple congolais? Parce que le peuple congolais, j'ai l'impression qu'il est distrait, qu'il remplit des stades avec des musiciens, ainsi de suite. Oui, mais ça fait partie... Parce que ce n'est pas seulement le président Tshisekedi qui doit le faire. Mais oui, mais ça fait partie... Mais vous savez, le président Tshisekedi a l'avantage d'être le président de tous les Congolais. Donc, s'il dit que les choses doivent se faire, il faut que ceux qui sont chargés de le faire le fassent. Sinon, il faut qu'il les sanctionne. Parce que, vous voyez, dernièrement, par exemple, il a parlé du génocide congolais. Bon, après son intervention, il n'y a aucun de ses ministres qui est venu dire la même chose et répéter cela. C'est un peu quelque part le chacun pour soi. Donc, qui sont les gens qui sont dans l'appareil d'État congolais qui travaillent pour ou bien l'Union européenne, ou bien le Rwanda, ou bien les globalistes américains, etc. Pourquoi ces gens qui sont supposés, donc, là on n'est qu'au niveau de la parole. Mais juste... Même, je dirais même encore, au niveau des relations diplomatiques avec le Rwanda. Pourquoi il n'y a pas rupture aujourd'hui? Je dirais pas rupture. Pourquoi il n'y a pas suspension? Mais pourquoi il n'y a pas suspension, rupture avec les diplomates de l'Union européenne, des États-Unis et de tous ces gens? Parce que c'est ça le problème. Mais c'est au Congolais, bien sûr. C'est au Congolais. Parce que le Rwanda, même Paul Kagame lui-même a dit une fois, si vous cherchez, parce qu'on parlait de lui comme un criminel de guerre et tout, il dit, mais derrière chaque criminel de guerre africain, il y a plusieurs criminels de guerre européens occidentaux. Mais où sont-ils ces criminels occidentaux? Parce qu'on peut aussi chasser tous ces gens-là. Mais oui, mais vous savez, ça c'est du ressort des Congolais. C'est-à-dire qu'on peut tourner sur ça du matin au soir. Si les Congolais ne mettent pas un terme à cette histoire, ça ne peut que continuer. Ils vont être enterrés avec cela. Ça c'est clair. Hein? C'est-à-dire que moi je le dis depuis de nombreuses années. D'ailleurs les Congolais eux-mêmes se rendent compte que depuis 30 ans, ils ont appelé au secours, ils ont appelé... ils n'ont personne, ils n'ont aucun soutien. Vous avez parlé là de... Monsieur Charles Onana, vous avez parlé de remettre ce débat au centre même du Congo, hein, de placer au centre du Congo, que les Congolais débattent. Mais il y a un certain Justin Bitakwira qui, lui, a commencé ce débat au niveau du Congo. Je rappelle que Justin Bitakwira est un parlementaire congolais. Il est originaire de l'Est du Congo. Ancien ministre. Ancien ministre, et il est très connu au Congo. Donc là, il a osé parler, mais apparemment, cela n'a pas plu à l'Union européenne, hein, représentée au niveau du Congo par Jean-Marc Chataignier, qui très vite a écrit une lettre au ministre de la Justice pour que poursuite soit faite au niveau de
Justin Bitakwira. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous expliquer cet incident de Justin Bitakwira? Parce que, bon, c'est vrai que M. Justin Bitakwira a tenu certains propos que je ne vais pas reprendre ici quand même. Oui, vous savez, il me semble qu'au Congo, la liberté d'expression est garantie par la loi, me semble-t-il. Bon. Si un Congolais qui est issu d'une zone où des massacres ont lieu depuis 30 ans, qui a perdu des membres de sa famille, dont des amis ont été massacrés, violés, assassinés. Et comme lui-même l'a dit, enterré vivant. Il n'a pas le droit d'être en colère, lui. Il n'a pas le droit de s'exprimer. Il n'a pas le droit de pleurer. Il n'a pas le droit de s'indigner. C'est comme en Europe, où quand on s'amuse à dire que le président russe, Poutine, était Hitler. Mais donc il y a tout ça. On a tenu des propos d'une gravité extrême à l'endroit du président russe dans les pays européens. Quelle justice a poursuivi les auteurs de tels propos? Bon, alors, ce que je veux dire, c'est que on demande aux Congolais de négocier avec leurs bourreaux. On leur demande de se taire face à leurs bourreaux. On leur demande d'être modérés face à leurs bourreaux. On leur demande de tenir leur langue face à leurs bourreaux. On leur demande d'accepter que la situation, ils aient un demi-million de femmes violées. On leur demande d'accepter qu'il y ait plus de 10 millions de morts dans leur pays. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut rayer le Congo de la carte. Mais si on veut rayer le Congo de la carte, il faut qu'ils aient le courage de le dire aux Congolais. Et puis, au moins, les Congolais sauront que non seulement on veut tous les exterminer pour prendre leur pays, ou alors, et c'est ça qui est plus grave dans la question que vous posez, comment des Congolais qui réfléchissent, qui ont une solide connaissance de cette histoire qu'on raconte. Comme donc Justin Bitakwira et les autres d'ailleurs. Monsieur Bitakwira, ce n'est pas quelqu'un qui passe dans la rue. C'est quelqu'un qui connaît l'histoire de son pays et de sa région. Mais comment des Congolais peuvent commencer par le sanctionner et ne pas sanctionner ceux qui massacrent leur population? Ce n'est même pas le titre de votre livre, parce que vous dites Europe, crime et censure au Congo. Oui, mais on censure. Moi, personne n'est en mesure de m'empêcher de parler. Je dis bien, personne, en dehors de moi-même. Il n'y a personne qui peut m'interdire de parler du Congo, ni de parler des massacres du Congo, ni de parler du complot contre le Congo. C'est-à-dire que vous conseillez aux Congolais de continuer de parler, de crier, mais et même au prix de leur... Nelson Mandela disait que c'est l'ennemi qui me donne les armes de la guerre, les armes du combat. Donc, quand vous avez un ennemi qui vient s'empare de votre armée, viole vos femmes, vos mamans, vos sœurs, etc., vos enfants. Et qu'on vous fait comprendre que vous n'avez pas le droit de vous exprimer, comment vous pouvez, vous, décemment, décider de sanctionner les Congolais qui ont envie de pleurer? Moi, je peux considérer que Bitakwira en a marre et qu'il veut pleurer. Il pleure n'importe comment, ou il s'indigne n'importe comment, ou il est... Mais quand quelqu'un est en colère en général, c'est parce qu'il est excédé. Et donc, mais permettez à M. Bitakwira ou à n'importe quel autre Congolais d'être en colère. Avec 10 millions de morts et plus d'un demi-million de femmes violées. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on se mette à applaudir et qu'on se mette à genoux devant ceux qui font ça? Devant Jean-Marc Tachenet. Bon, alors, monsieur Châtaignier, je crois que bon, il gagne bien sa vie, il vit bien, etc. Mais il ne faut pas mépriser les Congolais à ce point-là. C'est ce que vous avez envie de lui dire. Mais moi, je n'ai rien envie de lui dire. Je pense que ce haut responsable européen, si c'était... Il est français. Si c'était des Français qui étaient exterminés comme ça, est-ce que lui, il aurait le courage d'écrire ce genre de lettre à un responsable du pays qui est à l'origine du massacre des viols des Français? Il aurait le courage d'écrire comme ça? Alors, quand il fait ça, bon, on comprend très bien. Je pense que M. Bitakwira lui a répondu, et les Congolais, beaucoup de Congolais
ont été indignés, que ce soit quelqu'un comme Patrick Mbeko, écrivain comme Patrick Mbeko et d'autres, ils ont répondu à M. Châtaignier comme il fallait. Et ce qui, moi, me pose problème, c'est que je ne comprends pas pourquoi des Congolais ont continué à avoir envie de sanctionner systématiquement les Congolais. Mais pas ceux qui commettent des crimes au Congo, pas ceux qui violent les femmes au Congo, pas ceux qui sont infiltrés dans l'armée congolaise et qui trahissent, qui commettent de la haute trahison vis-à-vis de l'État congolais. Pourquoi les Congolais préfèrent sanctionner les Congolais qui se plaignent ou qui dénoncent et pas ceux qui trahissent le Congo? Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mesdames et messieurs, ça sera là le mot de la fin. Soyez forts, pleurez, mais surtout soyez en colère pour que votre voix soit entendue ailleurs et partout dans le monde. Mais surtout, ouvrez vos bouches pour parler, parce que nous, on essaie à notre niveau d'ouvrir le débat et tout cela pour que le monde entier soit sensibilisé pour la cause du Congo. Monsieur Charles Onana, au nom de plus de 100 millions d'habitants, plus de 100 millions de Congolais et tous les Africains qui sont engagés pour une humanité juste, je voudrais bien vous remercier pour votre temps, votre courage et tous les sacrifices que vous faites pour parler de la cause juste du Congo. Merci à vous. Je vous remercie et je souhaite beaucoup de courage aux Congolais et aux autorités congolaises et à tous les dirigeants congolais qui ont envie quand même de retrouver un peu de fierté, un peu de dignité parce que le Congo mérite d'être digne et libre chez lui. Mesdames et messieurs, c'était ça la grande interview chez Moam International Network. Et essayez de partager, essayez de donner aux étudiants et à tout le monde pour que cela se sache. C'était Alphonse Mwambi à partir d'ici, à Paris, en France. Bonne soirée chez vous. Au revoir. Voilà, merci beaucoup.